Alors, je vous soumets un élément de réflexion pour commencer, que je n'invente pas, mais que j'emprunte à la philosophie des stoïciens. Et donc je pourrais prendre la mer, alors je choisis un navire, et je choisis un pilote pour piloter le navire. Il dépend de moi de choisir tel ou tel navire, ou de choisir, à ce moment-là, tel ou tel pilote. Puis ensuite, le navire s'éloigne de la côte, et tout à coup, la tempête se lève. Alors, évidemment, la première réaction qui pourrait être la mienne, c'est de me dire que quand même, j'ai pas de chance. Je prends jamais la mer, une fois que je prends la mer, il y a la tempête qui se lève. C'est à croire quand même que j'ai fait quelque chose, ou en tout cas que les dieux m'en veulent. Autrement dit, la première tentation qui pourrait être la mienne, là, c'est de faire un gros caprice. Je ne veux pas que la tempête se lève. Maintenant, dit Épictète, peut-être qu'il convient dans cette situation de réfléchir à la distinction élémentaire, en fait, évidente, entre ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Il a dépendu de moi de prendre la mer, de faire tous les choix, de choisir le pilote, le navire, etc. Mais maintenant que je suis sur la mer, il ne dépend pas de moi que la tempête se lève ou non. Je vais toujours aller me précipiter auprès du pilote en lui demandant de prendre telle ou telle décision. Ça n'est pas mon affaire. Il ne dépend plus de moi que le navire soit bien ou mal piloté. Donc qu'est-ce qui dépend de moi encore? Ce qui dépend de moi, dit Épictète, c'est seulement ma pensée, les représentations que je me fais de la situation et ma volonté. Que puis-je vouloir maintenant dans cette situation? Alors je peux penser que la tempête se lève parce que les dieux m'en veulent, je l'ai dit, possible. Il est possible aussi que la tempête se lève uniquement parce que la tempête est un phénomène naturel, inscrit dans un ordre naturel qui ne dépend pas du tout, ni de moi, ni de rien du tout. Peut-être que la nature est indifférente à mon être. Ce qui dépend de moi, en revanche, c'est ma pensée et ma volonté. Donc si je pense bien la situation, je change non pas la situation, mais le rapport que j'ai avec la situation. Je ne peux pas changer la situation, mais je peux changer le rapport que j'entretiens avec cette situation. Vous voyez, si je me dis que la tempête se lève parce qu'elle m'en veut, il y a des chances quand même que je sois dans l'illusion. Si je me dis que la tempête se lève parce qu'elle se lève, et qu'elle est indifférente à mon être, ça va impliquer un mode de relation réel qui est très différent. Que dois-je vouloir? Je dois vouloir que la tempête ne se lève pas, mais elle se lève. Ça dépend pas de moi. Donc si je ne veux pas que la tempête se lève et qu'elle se lève, je la subis, je suis passif. Je subis l'événement. Si en revanche, je veux que la tempête se lève, je pourrais l'accepter, c'est déjà mieux. Je ne me contente pas d'accepter. Si je veux que la tempête se lève, non pas parce que je le désire, mais parce qu'elle se lève, et que cela ne dépend pas de moi, alors il m'arrive ce que je veux. Je vous laisse un instant pour réfléchir à la chose. À présent, le bateau coule. Je ne sais pas nager, les secours ne sont pas là, c'est un cas d'école. Imaginons que je puisse anticiper sur l'avenir et que je sache qu'il n'y aura pas de secours. Le bateau coule. Je vais mourir. Qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? Ce qui ne dépend pas de moi, c'est que le bateau coule et que la mort m'attend. Ce qui ne dépend pas de moi, c'est la mort qui arrive. Ça ne dépend pas de moi. Ce qui dépend de moi, c'est de bien penser la situation et de bien vouloir, là, maintenant. Donc ce qui dépend de moi, c'est de bien penser, c'est-à-dire de penser que le bateau qui coule, c'est un phénomène naturel parmi les phénomènes naturels, phénomène qui est totalement indifférent à mes désirs. Si je pense les choses ainsi, je pense mieux. Je peux aussi faire un caprice, le dernier caprice, me précipiter sur le pilote, l'injurier, frapper du poing sur le pont du navire, insulter les dieux, etc. Je peux toujours le faire, mais ça ne changera rien au fait que le bateau coule et que je vais mourir. Enfin, ça ne changera rien au fait que, et ça changera tout dans mon rapport à ce qui se joue. Si je ne veux pas ce qui arrive, je vais le subir. Donc qu'est-ce qui dépend de moi? C'est de bien le penser, de bien vouloir. Donc la sagesse consiste alors à vouloir mourir. Non pas parce que je le désire, mais parce que je vais mourir. Si je veux ce qui m'arrive, alors il m'arrive ce que je veux. Si je veux ce qui m'arrive, il m'arrive ce que je veux, et par conséquent, je ne suis plus passif. Vous voyez? Je ne subis plus. Je suis actif. D'ailleurs, on voit bien ici pourquoi les stoïciens, qui spontanément nous apparaissent plutôt fatalistes,
C'est resté dans la langue française, d'ailleurs, que quelqu'un, il arrive un événement dans la vie, on va lui dire sois stoïcien, enfin sois stoïque, reste stoïque, comme si le stoïcisme consistait de fatalisme, mais pas du tout. Ici, on voit bien que le stoïcien, voulant ce qui lui arrive, il n'est pas passif, il est actif. Autrement dit, il n'est pas fataliste. Il est stoïcien. C'est un sage, quoi. Alors, pourquoi j'évoque ça pour commencer mon propos? Parce que, en fait, vous avez compris, la position des stoïciens est la suivante. Nous sommes tous sur le bateau qui coule. Enfin, je ne veux pas vous cacher la fin de la journée, mais nous allons tous mourir, quoi. Simplement, l'image du bateau qui coule, c'est une image, quoi. Il coule vite, là, on sait, quoi. Alors qu'en fait, il coule. Et donc, la philosophie stoïcienne, c'est une philosophie qui réfléchit à ça. Je vais mourir. Bon, et le fait que je suis en marche vers la mort signifie en même temps que je suis vivant. Je vis, et ma vie me conduit inéluctablement vers la mort. La question est de savoir, alors, qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie? Comment bien vivre? Et le pari stoïcien, c'est qu'il est possible de bien vivre sur le pont de notre embarcation. C'est possible. À condition de vouloir ce qui arrive, lorsque ce qui arrive ne dépend pas de nous. Et la condition, évidemment, elle est lourde. Parce que vouloir ce qui arrive, c'est tout ce qui est le moins aisé, lorsque ce qui arrive ne correspond pas à mes désirs. Mais précisément, là, le stoïcisme nous invite à réfléchir à ce que c'est qu'une sagesse. Il ne dit pas ce que nous faisons, il ne dit pas ce que nous voulons, il dit ce que nous devons faire, ce que nous devons vouloir. Vous voyez, c'est un idéal. On prescrit une représentation de ce que serait précisément la vie réussie. Voilà, une vie réussie, pour un stoïcien, c'est ça. Alors, cette première position est intéressante parce qu'elle signifie quoi, dans le fond? Elle signifie que la vie réussie, c'est toujours, de ce point de vue-là, une vie en accord avec le réel. On réussit sa vie quand on est en accord avec ce qui est, avec la réalité. On ne réussit pas sa vie en fuyant le réel. Et on ne réussit pas sa vie dans l'illusion, dans l'échappement, dans un espèce de détour qui nous éloignerait de la réalité. Et plus précisément, ce réel dont parle le stoïcien, c'est la nature. Donc on réussit sa vie quand on s'accorde avec la nature. Si je veux ce qui arrive lorsque ce qui arrive ne dépend pas de moi, alors je veux l'ordre naturel des choses. Cet ordre qui se déploie indépendamment de ma volonté. Et si je veux cet ordre, à ce moment-là, bon, j'entre en harmonie avec le cosmos, quoi. J'entre en harmonie avec la nature. Et c'est ça la vie réussie. Une vie accomplie. Moi qui suis un être dont l'existence se déploie précisément dans le monde. Ce serait quand même incroyable de penser que ma vie puisse être réussie indépendamment du monde, puisque ma vie s'y déploie dans ce monde. Donc il faut un peu de philosophie pour un stoïcien, nécessairement, il faut un peu réfléchir le monde. Si je ne me tourne pas vers cette pensée adéquate du monde, il y a des chances quand même de passer à côté de ma vie, de ma propre vie. Cette représentation-là du monde, c'est la représentation d'un monde ordonné. Vous voyez, d'un monde qui obéit une nécessité, qui m'échappe, selon un ordre. Donc, la vie réussie, là, c'est l'accord avec la nature, avec un ordre naturel. Alors, je fais plusieurs représentations de la vie réussie dans ce registre-là, avec des variantes. Mais on retrouve toujours cette idée, quoi. Il faut s'accorder avec le cosmos. Il faut s'accorder avec le réel. Et moi, chez Aristote, l'idée que chacun, dans la nature, ayant une place naturelle, pour réussir sa vie, il faut trouver la place qui revient à chacun. Oui, si j'ai une place naturelle qui fait que je suis fait pour quelque chose, c'est en faisant ce pourquoi je suis fait qu'alors je vais réussir ma vie. Sinon, si je ne suis pas à ma place, si je ne suis pas à ma place naturelle, je vais passer à côté de mon être et je vais passer à côté du réel. La figure du tyran, chez Platon, chez Aristote aussi, c'est la figure de celui qui précisément n'est pas à sa place, quoi. Pourquoi il crée du désordre? C'est pour ça que Platon dit que c'est le plus malheureux des hommes, parce qu'il n'est pas en accord avec la nature, il n'est pas en accord avec sa nature, il n'est pas en accord avec les autres. Il est source de chaos, vous voyez. Il s'oppose au cosmos, quoi. À l'ordre. Cosmos, en réalité, ça veut dire ordre. Alors que lui, il est source de chaos. Donc, au fond, la thèse là, que je propose, c'est une thèse qui dit la vie réussie, c'est une vie en harmonie avec la nature, c'est une vie en harmonie avec le cosmos, c'est-à-dire une vie en ordre, ou pour dire les choses plus simplement, une vie heureuse. Voilà. On réussit sa vie quand on est heureux. Alors, ceci étant dit, on est tous d'accord là-dessus. Enfin, on croit qu'on est d'accord. Parce que quand il s'agit de donner un contenu, la notion de bonheur, évidemment, là, chez les stoïciens, ça prend une dimension un peu qui résiste.
Alors pour être heureux, il faut que je veuille mourir. Oui, enfin, il faut que je veuille mourir, il faut que je veuille être mortel. Ça veut dire qu'il faut que je veuille mourir maintenant. S'il dépend de moi de vivre, à ce moment-là, je veux vivre. Mais il ne dépend pas de moi d'être mortel. Donc la sagesse commande de vouloir ce qui ne dépend pas de soi. Alors il y a une thèse quand même. La thèse ici, c'est que la vie réussie, c'est l'accord avec la nature, et la vie réussie, c'est quelque chose qui touche à l'accomplissement d'une vie heureuse. Une vie qui touche au bonheur. Alors le problème, il y a toujours des problèmes. Sans philosophie, il y a toujours des problèmes. Toujours à un moment donné où il y a quelque chose qui résiste. C'est que tout ça repose sur une conception de la nature qui est quand même très discutable. Non pas l'idée que la nature soit régie par une nécessité, ça, bon. Mais la nature comme ordre, la nature comme un ordre qui a un sens, ou la nature comme ordre assignant à chacun une place, vous voyez, ou assignant à chacun une fonction, un rôle, ça quand même, c'est un problème ça, ce truc. Si je considère la conception de la nature qui est celle de la science aujourd'hui, d'origine galiléenne, bah, c'est plus du tout la même chose, quoi. Si la nature est comme ça c'est une formule que j'emprunte à Pascal quand il parle de la nature pensée par Galilée. Si la nature est infinie, si c'est une sphère dont le centre est partout, la circonférence nulle part, ben à ce moment-là, tout le monde est au centre. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde est au centre. Donc, ce qui devient premier, c'est moi. C'est pas la nature. C'est je. Le mot est ça, d'ailleurs, c'est parce qu'il veut se faire centre de tout. Mais il veut se faire centre de tout. Il est le centre de tout, dans un univers qui n'a pas de centre. Ou plutôt dont le centre est partout. Et la circonférence nulle part. Donc, vous voyez, d'ailleurs, c'est intéressant ça en passant, parce que peut-être que, effectivement, la physique de Galilée, c'est pas qu'une physique, au sens où elle invente une conception de la nature qui relève des sciences, elle annonce quelque chose aussi. Un peu comme la perspective dans la peinture italienne. Ça annonce quelque chose, un espace indifférencié, dans lequel tous les êtres peuvent occuper tous les lieux. Par conséquent, un espace où chacun est au centre, et où la concurrence règne en maître. Un lieu compliqué, du coup, qui n'a plus de place naturelle. Le silence éternel des espaces infinis devient effrayant, je ne presserai plus. Alors, comment réussir sa vie? En se tournant vers l'individu, en trouvant simplement dans l'individu les ressources de la vie heureuse. C'est là qu'il faut aller chercher, peut-être. Du côté, sinon du bonheur, en tout cas du plaisir. Ce serait du côté de la jouissance, alors. Vous voyez, l'individu premier trouverait dans la jouissance de quoi accomplir véritablement son existence. La jouissance, le plaisir. Le plaisir serait roi. Enfin bon, il faut le dire vite quand même. Est-ce que le plaisir se suffit à lui-même? C'est pas sûr. Platon donne une image très très éclairante qui permet de penser ça. Un plaisir qui se suffirait à lui-même. Ce serait un plaisir qui ne serait que plaisir. Donc un plaisir sans conscience. Vous voyez? Donc la vie accomplie d'un individu ou d'un être qui éprouverait un plaisir sans conscience serait analogue à la vie de ce que Platon appelle le poumon marin, cette espèce d'animal qui est à peine un animal. Hein, ou ces êtres marins qui vivent dans des coquilles recroquevillées, dans le silence de la conscience. C'est pas une vie. Voilà, c'est ce qu'on dit. Un être conscient dit que ça, c'est pas une vie. Si c'est pour être heureux au fond de ma coquille, dans les nuits de l'inconscience, ça ne m'intéresse pas, c'est pas une vie réussie. Donc le plaisir, le bonheur, c'est compliqué. Dans une nature qui a plus de sens, c'est compliqué. Et le plaisir, en lui-même, ça ne suffit pas. D'ailleurs, peut-être que le plaisir, pour penser l'homme, c'est pas vraiment ce qui est central. On se dit que le sentiment premier dans les relations à l'autre, c'est le premier sentiment, c'est celui qui nous anime naturellement, c'est plutôt de l'ordre de la pitié. Parce que la pitié naturelle, c'est le sentiment de la souffrance de l'autre. Vous voyez, ça, c'est universel. Le plaisir, c'est pas universel. Le bonheur, encore moins. La douleur, c'est universel. Tout le monde, un jour ou l'autre, souffre. D'une manière ou d'une autre. Petite douleur, grande douleur, tout le monde. C'est-à-dire que la vie réussie, alors ça ne veut pas dire que c'est une vie de souffrance, hein, mais ça veut dire que c'est la vie d'un être potentiellement souffrant. Que ce serait ça, réussir sa vie. Vous voyez, enfin, réussir une vie authentiquement humaine, quoi. Une vie de quelqu'un qui ne se prend pas pour un dieu, quoi. Comme un être jamais affecté par rien du tout, hors du monde.
Donc si moi je suis dans le monde, je suis affecté par le monde. Donc je suis toujours potentiellement souffrant. D'ailleurs, si je regarde un être humain de près, peut-être que je me rendrai compte qu'il n'est pas tellement doué pour le bonheur, en fait. Ça, les grands philosophes sont très très éclairants pour ça. Souvent on croit que la philosophie c'est une espèce d'abstraction désincarnée, mais quand on lit les plus grands, c'est pas ça que c'est pas vrai. Même Platon, même les philosophes les plus intellectualistes, c'est le cas. Kant se tourne vers l'homme, Rousseau se tourne vers l'homme. Regarde comment c'est fait un être humain. Tu verras qu'il est peu équipé pour le bonheur. Quand même. Oui, il n'y a pas les cornes du taureau, il n'y a pas les griffes du léopard, il n'y a pas les crocs du lion. Il est tout nu. Il n'est pas très équipé quand même pour la vie heureuse, d'emblée. Il faut qu'il fasse. Il a tout à fabriquer. D'ailleurs, la nature lui a accordé simplement des mains pour ça. Hein, Aristote nous dit que la main, c'est l'outil de tous les outils. C'est l'outil à partir duquel les autres outils deviennent possibles. Donc, quand on regarde l'homme, son corps même, m'indique que s'il a une destination, cette destination, c'est très probablement pas la vie heureuse. Vous voyez, ce serait autre chose. Si maintenant, je ne le regarde pas simplement en tant qu'être corporel, mais que je m'interroge sur sa nature d'homme, et si, à la manière de Rousseau, je le définis comme un être perfectible, c'est-à-dire capable de s'élever à la conscience, capable de parler, de penser, c'est capable, mais au début, il n'est rien de tout ça. Il le devient. Il faut tout apprendre. Il faut tout conquérir. Vous voyez ? Si je le pense comme ça, mon être humain, il ne me paraît pas tellement doué pour le bonheur, mais quand même assez bien équipé pour la liberté. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'homme qui fait que, peut-être que ça, quand même, oui, ça me dit quelque chose à l'être humain. Son corps m'indique qu'il est fait pour transformer les choses, pour faire être les choses dont il a besoin. Et son âme me dit qu'il est fait pour devenir. Donc il n'est pas emprisonné d'emblée dans une nature. Il n'est pas emprisonné dans une essence, il devient. Alors, ça donnera une thèse qu'on connaît tous, enfin on l'a tous au moins entendu, quoi. Très sartrienne, l'existence précède l'essence, quoi. On se fait être, on devient. Donc au départ, on n'est rien d'autre qu'une potentialité, une virtualité. Ce qui est une manière de dire qu'on est un néant au départ, et que la mort, c'est s'achever, inachevé. Il n'y a pas d'achèvement possible, puisque je deviens. Donc, vous voyez, il y a une thèse qui dit que la vie réussie, c'est une vie de bonheur, en accord avec la nature, ou une vie de plaisir, simplement de jouissance. S'oppose là une thèse qui dit qu'une vie réussie, c'est une vie libre, une vie de liberté. C'est-à-dire une vie où le moi tente d'être lui-même la cause de ce qu'il fait et de ce qu'il pense. Et c'est du boulot. Et je ne parle pas de bonheur. Mais ça n'exclut pas le bonheur non plus. La liberté, on les aime pas le bonheur, mais elle n'exclut pas non plus le bonheur. Enfin, elle ne le rend pas toujours évident, en tout cas. Et alors la question qui reste, quand on réfléchit comme ça, est la suivante, qui vous la soumet, c'est que l'homme est plutôt mal équipé pour le bonheur, plutôt, si on le réfléchit comme je vous l'ai proposé, orienté vers la liberté, et pourtant, quand on regarde le cours de l'histoire, il fait toujours le contraire. Toujours le contraire. Il est plutôt fait pour la liberté, mais il n'est qu'un être livré aux passions destructrices. Il est fait pour la liberté, mais règne dans l'histoire les rapports de force, l'esclavage, la douleur, etc. Donc, finalement, la question de la vie réussie, si elle se ramène à la question de la liberté, et si en même temps cette question de la liberté nous renvoie au constat d'une humanité qui ne va pas au bout de ce pourquoi elle est faite, alors la question de la vie réussie débouche sur une autre question, qui n'est plus qu'est-ce que l'homme, simplement, mais qui est pourquoi l'homme. Alors pourquoi ? Autrement dit, quel est le sens de ça ? Quel est le sens de l'existence ? Quel est le sens de la réalité même de l'humanité ? Voilà. Je vous remercie de votre attention.